Bonjour à tous, bonjour à toutes, le plaisir complet de vous retrouver encore ce matin pour vous aider à mieux comprendre les actualités les plus prégnantes de notre pays. L'équipe s'est mobilisée encore ce matin avec la même verve, la motivation intacte justement pour apporter ces éléments. Au menu de cette actualité de ce mercredi justement, on parle de ce procès Massila. Massila, un procès qui justement est assez attendu eu égard au retentissement qui a entouré les événements concernant cette dame qui a fini par perdre la vie en dehors de nos frontières. La qualité notamment des accusés est questionnée ce matin. Si tout va bien, nous recevrons son avocate. Elle sera au bout du fil et beaucoup d'autres questions justement entoureront cette problématique. Puis le procès des massacres du 28 septembre. Nous ferons ce matin dans un tour de table le bilan de la deuxième journée où l'on a pu entendre cesser Raphaël Rabat justement sur les événements entourant les massacres du 28 septembre. Et puis le ministère des Infrastructures et des Transports. Le lièvre a été levé. Assez commenté cette actualité-là. Les cadres suspendus ont été entendus jusque tard dans la nuit d'hier à la Direction centrale des investigations judiciaires. Qu'est-ce qui a pu bien y être dit? Nos équipes reviennent là-dessus ce matin. Et puis, si tout va bien, ces horaires qui n'arrêtent pas de changer. De 18h, on revient à 17h. Et puis, ce changement sur le vendredi, les syndicalistes ne sont pas d'accord et ils entendent le faire savoir ce matin. Abdoulaye Kaba est secrétaire chargé de la syndicalisation à l'USTG. Il prendra la parole ce matin. Ces sujets et pourquoi pas d'autres viennent entourer notre menu informationnel de ce matin. Mesdames et messieurs, bienvenue. Et c'est avec Diba Milimouno qui s'est déjà installé. Bonjour Diba. Bonjour Tamba et bonjour à tous. Maf, bonjour. Bonjour Tamba, bonjour à tous. Ça va? Bien, merci et bien. toi? Très bien coiffé. Merci. Parfait. Jacques, le Sotikemo, bonjour. Est-ce qu'il y a des Sotikemo là-bas? Non, là-bas c'est Massatio. Voilà, c'est ça. Bonjour. Non. Merci. Bien. Oui, c'est ça même, c'est ça. Antoine Kourouma, bonjour. Bonjour Tamba, bonjour à tous. Très très sage en tout cas en apparence ce matin. Bienvenue en tout cas. Et Roby, bonjour. Bonjour. Après une grosse grippe. Oui, une grosse grippe, hein. Oui, c'est ça. Et il y a un de nos auditeurs, je te l'ai dit, qui a dit la mine n'est pas là. Roby va chômer 2 semaines. Je l'ai répondu et il devrait savoir que la mine était déjà là quand j'avais la grippe et que je venais pas. D'accord. Donc, on enchaîne avec vous, Mohamed Mara, bonjour. Bonjour Zachary, bonjour à tous. Voilà, on va commencer avec cette actualité. Elle a fait l'objet de beaucoup de commentaires par le passé. Le procès va donc reprendre cette fois et 2 accusés sont notamment pointés du doigt en l'espèce. On parle bien du procès Massila, deux médecins en l'occurrence, mon cher Jacques. Oui, c'est bien de revenir sur cette actualité vu que finalement le procès va démarrer forcément avec les accusés qui vont être entendus sur ce qui a pu être fait. Il y a dans ce dossier deux éléments. Je ne sais pas combien de charges. De toutes les façons, il y a la mort qui est dedans, mais il y a le viol qui avait été présenté au départ. Ensuite, le travail qui a été fait par les médecins, je crois, par 2 ou 3 fois, qui n'étaient pas qualifiés et qui ont fini par détruire complètement la dame. Depuis lors, il y a eu de l'émoi dans l'ensemble du pays et on attendait quand même que des personnes qui ont participé à ces actes puissent, n'est-ce pas, répondre. La grosse question qui reste posée, puisqu'à l'époque il y avait un débat autour de la qualité même des accusés. On disait, est-ce que ce sont des médecins, est-ce que ce ne sont pas des jeunes qui n'ont pas de qualification nécessaire et qui pratiquent dans les quartiers, puisque c'est quand même courant dans notre pays, des gens qui n'ont pas de qualification nécessaire, qui ouvrent des boîtes dans les quartiers, qui vont et ils font des opérations qui vont au-delà de leurs compétences. Et il faut quand même dire que c'est l'Ordre national des médecins qui a ouvert ce débat sur la qualité des intervenants. Sur la qualité des agents. Sauf que depuis même cette époque, il était déjà dit
qu'il y avait certains qui étaient à Donka, c'est-à-dire qui étaient soit en stage à Donka, mais qui travaillaient aussi au niveau de leur clinique. Parce qu'il y a eu quand même 2 événements qui s'étaient suivis. Avant l'affaire Massila, il y a un monsieur, rappelez-vous, qui était venu du Libéria, qui avait eu un mal des pieds, qui va finalement être opéré lui aussi du côté du kilomètre 36 par un agent. Là également, on va dire que c'est pas, dans un premier temps, on va dire que c'est pas un médecin. Ce qui va se passer, c'est que le monsieur, il va perdre son pied. On va l'amputer parce que l'opération va toucher les nerfs. Donc, on le rend inapte. Finalement, la solution qu'on a pu trouver, c'était de l'amputer. Cet agent-là aussi exerçait à Donka et puis il avait cette boîte du côté du kilomètre 36. Donc, aujourd'hui, la question de la qualification professionnelle de ces gens va être mise en cause, mais également leur appartenance à l'ordre des médecins. Si c'est avéré, alors il va falloir que l'ordre des médecins puisse, n'est-ce pas, s'expliquer, puisque la façon dont on a voulu se décharger très tôt pour dire qu'ils ne relèvent pas de nous, c'était beau à entendre, mais je crois que c'était pas bien, parce que les agents, même si de manière concrète ils ne relèvent pas de l'ordre des médecins, dès lors qu'ils exercent une profession similaire à celle qu'exercent ceux qui apportent la guérison aux gens, je crois il aurait fallu que l'ordre des médecins garde un peu de prudence sur le sujet, en fouillant, en comprenant très bien leur identité, et puis en voyant s'ils n'exercent pas quelque part dans les hôpitaux publics. Dans les hôpitaux publics, justement, Donka, un médecin qui exerce, c'est comme une onction dont il bénéficie de la part de la part de celui qui gère Donka, mais de la part de l'ordre des médecins aussi, parce que vous ne pouvez pas exercer à Donka, même en stage, même en qualité de stagiaire, si vous n'avez pas reçu l'onction de ceux qui gèrent, n'est-ce pas, cet hôpital. Parce qu'il ne faut pas oublier, les hôpitaux nationaux sont co-gérés par le ministère de l'Enseignement supérieur et le ministère de la Santé. Je crois que, je ne sais pas si le principe est respecté aujourd'hui, mais à l'époque, pour nommer même le directeur de l'hôpital, de ces hôpitaux-là, il fallait une concertation entre les 2 départements ministériels. Parce que ce sont des professeurs d'université qui exercent là-bas. Ce sont leurs étudiants qui exercent là-bas, en stage, et qui finissent par devenir des titulaires qui exercent au niveau des différents services. Donc ça veut dire que quelqu'un qui n'est pas sorti de Gamal, donc qui n'a pas reçu la bénédiction de ses professeurs, ne peut pas venir à Donka. De ses maîtres. Normalement, ne peut pas venir à Donka. Voilà. On va enchaîner avec vous. Mohamed Mara, vous êtes également intéressé à ce dossier-là. Oui, rebonjour Zach. Moi, personnellement, c'est un dossier quand même difficile, parce que j'avais suivi complètement toutes les péripéties de cette affaire-là, et cela m'avait quand même laissé une forte impression. Maintenant, aujourd'hui, la question qui est posée, c'est quand même des accusés qui ont exercé et qui exerçaient alors la profession de médecin en Guinée. Alors, il faudrait se rappeler que l'ordre des médecins avait constitué alors, si mes informations sont exactes et surtout ma mémoire, maître Mohamed Traoré, qui actuellement siège au CNT comme leur avocat. Alors, ils sont donc présents dans le dossier. Cependant, jusqu'à récemment, j'ai eu l'impression qu'il n'y avait pratiquement pas d'actes posés de leur côté, mais à côté, il y a aussi l'avocate de la partie civile, donc de la famille de la victime, qui est maître Alimatou Kamara, donc avocate, mais aussi activiste des droits humains. Je crois qu'elle travaille également pour l'OGDH également. Donc, c'est elle qui tenait ce dossier encore, je pense même qu'on pourrait l'avoir. Mais il ressort de cette autre journée, de ce procès, que ceux qui avaient été à l'époque caricaturés comme étant des faussaires et, si vous voulez, des loups introduits dans la bergerie, seraient en réalité des médecins. En réalité, seraient des médecins. Donc, aujourd'hui, la question est posée. Heureusement que l'ordre des médecins
est présent dans la procédure, il faudrait donc chercher à savoir comment ces gens se sont retrouvés avec des cliniques clandestines. Parce que, encore une fois, ces cliniques-là, généralement, ne sont pas installées, contrairement à ce qu'on nous dit, à l'insu de tout le monde. Si cela est avéré, mon cher Mara, je pense que ça va être la douche froide et puis beaucoup de responsabilités pour l'Ordre national des médecins qui s'est empressé de dire qu'il n'en était rien. Oui, mais rappelez-vous que l'Ordre a déjà l'habitude souvent de couvrir les médecins indélicats. Il y a pas mal de procédures comme ça qui ont touché les médecins ici. Mais généralement, les médecins, il y a une solidarité très malsaine au sein de cette corporation. Quand il y a un problème, ils le couvrent. Rappelez-vous la perte de ces 4 bébés ici dans la clinique de professeur Si. Rappelez-vous. Mais est-ce que tu sais comment ça s'est dénoué? Je te conseillerais bien de jeter un coup d'œil là-dessus. Mais vous les avez entendus communiquer? Pas du tout. Alors que ce qui s'est passé avait quand même heurté tout ton pays, mais ça s'est réglé en haut là-bas, parce que il faut quand même pas oublier que le grand-père de ces enfants-là était ministre de la République à l'époque des faits. Mais moi, heureusement que la mère, malgré sa grande douleur, a su se relever franchement de cette tragédie, parce qu'aujourd'hui elle a une ONG qu'elle pilote, et je pense même que ce dossier je pense même qu'elle s'y est intéressée également. D'accord. Mais encore une fois, il faudrait qu'on brise ce silence. Il y a d'excellents médecins en Guinée, il y a d'excellents médecins guinéens qui exercent dans la sous-région. Il y a que l'État n'offre pas à la pratique médicale en Guinée un plateau digne de nom, des infrastructures dignes de nom, ne suit pas leur formation post-universitaire, c'est une réalité, et surtout les salaires sont bas, ce qui fait que beaucoup de Guinéens, de jeunes Guinéens surtout qui vont en spécialisation, préfèrent s'installer à Dakar et à Abidjan, c'est une réalité. Mais ceux qui exercent ici, parmi eux, il y en a aussi qui sont véreux, c'est une réalité. Vous savez, ailleurs, quand on dit clinique, on va en clinique, généralement c'est pour gagner du temps, parce que la liste est longue au niveau des hôpitaux publics. Quand on dit clinique, on entend meilleure qualité d'accueil, meilleure qualité de soins, des prestations, meilleure qualité du personnel. Mais clinique en Guinée, attention, ce n'est pas toujours pareil. Et vous allez voir que beaucoup de ces médecins, je vous le dis, quand même, ils vous programment même pour aujourd'hui une intervention chirurgicale, ils vous amènent ensuite dans une des cliniques. En effet. Ou c'est eux-mêmes qui désignent le laboratoire obligatoirement qui doit faire vos prélèvements hors de leurs hôpitaux. Même s'il y a d'autres très bons laboratoires. La question est de savoir c'est quoi. Mais à mon avis, il y a une nébuleuse au sein également de la corporation médicale. À un moment donné, comme aujourd'hui on est en train de démanteler les filous au sein de l'administration publique, il va falloir regarder aussi à la profession, à l'exercice de la profession. Ouais, ben en effet, partout il y a de la bonne graine, il y a aussi l'ivraie. Ça c'est une chose. Mon cher Antoine, c'est un dossier double, hein, j'ai envie de dire. Il y a il y a le volet du viol, mais il y a aussi le volet de ces interventions qui ont d'une manière conduit à la mort de Massila. Oui, moi je vais d'abord commencer par rendre hommage aux médecins guinéens qui, pour moi, consentent d'énormes sacrifices dans la guérison des malades guinéens. Je sais un peu dans quelles conditions ils travaillent. Et la Guinée aujourd'hui, disons-le clairement, est en train d'être dotée d'infrastructures adéquates de santé. Je vois d'infrastructures adéquates de santé. Merci pour la précision. Personne n'a précisé. Vas-y. Donc, il ne garde pas secret. Moi, j'ai fait ma bouche et puis vas-y, Antoine. J'ai compris. Du côté de Kipé, par exemple, on a même étendu l'hôpital sino-guinéen. Mais ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi on a un tel bijou et qu'on a du mal à le mettre en valeur. J'apprends que les médecins, parfois, on n'y envoie pas assez de médecins à l'hôpital de Kipé, sino-guinéen. Généralement, il y a eu ces critiques qui ont été faites à un moment donné où on disait que la plupart des cas... Autant on améliore le salaire des ministres, des secrétaires généraux. Heureusement, c'est une procédure en cours. Antoine, il ne faut pas se leurrer. Un professeur qui a 2-3 millions la fin du mois, c'est pas sûr qu'il vous donne le meilleur. Je parle d'abord de la qualité de cet hôpital. C'est un hôpital, j'ai vu un peu, même le nouveau bâtiment qu'on a construit, il est assez beau
Et c'est pas mal comme infrastructure. Oui, mais une bonne Pour un pays infrastructure comme la sans Guinée, médecin engagé, ça c'est sert ce à que je rien. dis. Il faudrait qu'on y envoie des médecins qualifiés pour que la qualité du service Et soit bien là. traité. Parce que dans le passé, on a vu que beaucoup de personnes y allaient, mais ne revenaient plus. Il y a eu beaucoup de cas de mort dans cet hôpital-là, qui étaient pourtant... Et puis ça se répand dans le subconscient collectif. Quand tu vas à l'hôpital sino-guinéen, on dit c'est que c'est sérieux. Oui. C'est souvent comme ça. On est en train de construire un hôpital du côté en face du lac de Sanfonia, un grand hôpital par le Maroc. Je crois que c'est le roi marocain qui offre ça à la Guinée. D'accord. Et puis, oui, c'est une pédiatrie. Donc, il y a les efforts qui sont fournis. Et peut-être c'est une information exclusive. Je ne sais pas si d'autres s'en étaient déjà saisis. Il y a des hôpitaux régionaux, justement, dont 4 hôpitaux régionaux, par la France. Exactement, dont les travaux vont commencer très très bientôt. Le lancement, c'est dans quelques jours. Mais ce qu'on ne dit pas, ça c'est sur le cas de l'hôpital Donka qui a apparemment été inauguré récemment. Je dis apparemment parce que dans les faits, c'est pas le cas. L'hôpital n'est jusque-là pas opérationnel dans le fond. Bon, l'inauguration est effective. L'hôpital est opérationnel. Vous ne comprenez pas. L'hôpital est opérationnel. L'opérationnalisation. Je crois que le grand bâtiment n'est pas encore opérationnel. Non, mais Jacques, je pense qu'ils ont été clairs. Je vous invite à faire un tour. C'est pas tous les services qui sont opérationnels au départ. Même les services. C'est une ouverture Même les services ça a été ouverts. dit depuis le Je vous départ. invite à y aller. Bientôt, je ferai un débat là-dessus. Même les services ouverts, il y a un souci. Les machines sont grippées. Il y a un souci véritable à l'hôpital Donka. Le gestionnaire de l'hôpital, qui est guinéen avec ses partenaires canadiens, il y a des soucis liés à la gestion de l'hôpital aujourd'hui. D'accord. Côté guinéen, il y a des plaintes. Et je vais revenir là-dessus bientôt. J'ai pu avoir des rencontres avec des cadres de l'hôpital Donka. Et je dis une chose, il y a un souci par rapport à la mise en activité de l'hôpital. Mais pour revenir au sujet du viol présumé sur Massila, j'ai suivi quand même durant cette audience ou ces audiences les versions de ces supposés médecins qui ont tenté de faire l'opération sur la jeune dame. D'abord, Dr Patrice Lama, qui a témoigné au départ en disant qu'il était le petit ami de la victime. Le viol tel que ça a été évoqué, il ne reconnaît pas le viol. Il disait qu'au départ, ils étaient ensemble, après ils ont cassé, ils ont rompu. Par après, elle est revenue le voir avec une grossesse, comme quoi elle voulait l'enlever. Et donc, il a tenté de le faire, ça n'a pas marché pratiquement. Il a recommandé au docteur Daniel Lama, qui est aussi médecin. Celui-ci, hier, a témoigné en disant que quand on l'a contacté pour l'opération de Massila, il était 0,1. Lui étant loin de la zone où se trouvait la victime, il ne pouvait pas être là à temps, donc on l'a envoyé dans un hôpital à Dabompa pour l'opération. Et à l'époque, l'état dans lequel se trouvait la jeune dame était déplorable parce que c'était pas joli à voir. Donc il y a eu pratiquement 3 opérations lorsqu'ils ont tenté de la sauver. Ils n'ont pas pu le faire. C'est par après qu'ils l'ont recommandé à l'hôpital, je crois c'est à Donka, où elle s'est retrouvée pour être finalement envoyée vers la Tunisie. Et ce que je veux dire par rapport à ces témoignages, c'est des témoignages quand même qui font froid dans le dos. Le cas de viol n'est pas reconnu par les accusés, ce qui est normal parce qu'ils ne vont jamais le reconnaître. Ils vont vouloir rejeter les faits reprochés à eux. Mais il revient dans ce dossier-là aux avocats ou à la partie civile de faire en sorte que l'opinion soit édifiée sur ce qui a bien pu se passer. Et parce que la victime n'étant plus vivante, et je me souviens encore de cette version qu'elle a donnée sur son lit d'hôpital à Moussaïro à l'époque. À l'époque, elle semblait catégorique en disant qu'elle a été victime de viol. Les grandes gueules. Aujourd'hui, ceux-ci ne semblent pas reconnaître ce qui se passe. Ils disent avoir tenté de la sauver parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de témoignages qui vont dans ce sens. Mais la justice nous va dira nous aider à édifier cela. Mais ce que je vais dire pour clore, puisqu'on parle des médecins Tamba, il faudrait que l'État investisse davantage dans ce corps-là pour davantage le professionnaliser, mais renforcer les capacités des médecins. On a de bons médecins, mais les jeunes, aujourd'hui, les écoles de médecine, il n'y en a pas beaucoup. À part Donka et des universités privées, et même ces universités privées-là, beaucoup ont fermé récemment à cause de ce que vous savez, mais même la formation à ce niveau-là laisse à désirer. Parfait. Et donc, je me dis que l'État doit s'investir, au lieu de fermer des cliniques clandestines, parce que ceux-ci ne sont pas des médecins qualifiés. Il faut le faire, non? Non, c'est bien. Les cliniques clandestines, il faut les fermer. C'est bien de le faire, mais il faut mettre sur le marché
des médecins qualifiés. Il faut faire en sorte que ces médecins-là, ces étudiants en médecine, soient davantage formés. Échanger avec le professeur Cissé de la neurologie, qui est l'actuel directeur de Donka, pour vous rendre compte qu'il y a des soucis dans nos universités en matière de médecine. La plupart des formations qui se font, des recrutements qui se font, les grandes gueules. Ceux qu'on prend pour être formés ne sont pas nombreux parce que le niveau est souterrain. C'est pas que ça. Il y a aussi une sorte de magouille là-bas, vous verrez ce qu'il en est. Djiba Milimouno, forcément, hein, c'est un sujet qui n'a laissé personne sur le banc de touche. Justement, ce qui est arrivé à cette dame, on l'a dit ici dans ce studio, c'était tragique. Imaginez-vous que plusieurs interventions sur une seule personne. Le corps humain, c'est comme une voiture. Quand vous envoyez votre voiture sur plusieurs mécanos, chacun va faire son diagnostic et ça peut avoir des conséquences. Elle a été d'abord, il y a le cas de Célestin, on disait que c'était son petit ami, donc cela reste à vérifier au niveau de la justice. Donc on a parlé de cas de viol. Ensuite, l'intervention de Daniel Lama d'abord, qui a fait la première intervention. Patrice, voilà. Ensuite, Daniel qui aussi fait cette autre intervention. Donc, vous vous souvenez à l'époque, quand on a décrit un peu sa situation, c'était insupportable. D'ailleurs, même à écouter les images qu'on avait diffusées ici. Donc, elle a connu quand même ce qu'on appelle la croix et la bannière. Voilà, elle a traversé ça. Franchement, c'était très difficile. Et aujourd'hui, le procès s'ouvre parce que ça a été repoussé, compte tenu non seulement de l'occupation de certains avocats qui sont sur plusieurs dossiers, mais aussi puisqu'il fallait mieux instruire le dossier. Aujourd'hui, le procès démarre. Je pense que la justice fera son travail. Mais tout cela... Et la partie civile dont on va d'ailleurs avoir le conseil tout à l'heure. Tout à l'heure. Et ça, Tamba, c'est la conséquence de plusieurs situations, d'un enchaînement de situations. Ce qui est arrivé à cette dame. Donc c'est la conséquence de plusieurs situations. Déjà, vous avez posé le débat du service public. Aujourd'hui, le service public, il faut le rappeler, il est déliquescent, notamment dans les hôpitaux. Pour le cas puisqu'il parlait du cas de Donka, j'aimerais revenir sur le cas de Donka, avant de parler de Ignace, le cas de Donka. Non, on va plutôt rester... Si on pourrait aller très vite sur ce... Oui, justement, pourquoi je veux revenir sur ça? Parce que je disais que ce qui est arrivé à moi, c'est une conséquence. C'est une conséquence de plusieurs faits. D'abord, la qualification de ces médecins. Vous vous souvenez, à l'époque, j'avais échangé avec un professeur qui m'avait dit que l'un de ceux-là qui pratiquaient ce métier n'avait pas son diplôme au niveau de Gamal. D'accord. Donc, il n'avait pas son diplôme et j'ai posé la question, mais comment il s'est retrouvé alors dans les hôpitaux? Mais ça, c'est ce qu'il te dit. Justement. Ce qu'il te dit, lui. C'est ce qu'il me dit, lui. Il y a une autre information qui soutient en effet que c'était véritablement des médecins. Voilà. Donc, lui, il disait, il y a un parmi eux, donc je me garde le devoir le droit de garder son nom puisque le dossier est devant la justice. Donc ce dernier n'avait pas de diplôme. Et vous savez, peut-être ça peut être un argument, mais nous avons de tels exemples aujourd'hui dans la cité, avec tout ce qui se passe sur le terrain. Et n'oubliez pas que les cliniques, il faut poser le débat qui donne les licences, qui donne les agréments. Donc il y a aujourd'hui une ramification, non seulement au niveau du ministère de la Santé. Là également, ils avaient prétexté que cette clinique n'était pas agréée. Mais justement, je sais que les gens s'installent avec des autorisations, avant même la licence. Mais en réalité, qui les a autorisés? Et en plus, ils savent, c'était pas du tout une clinique cachée. C'est une clinique qui est connue, qui est fréquentée. Et moi-même, je connaissais cette clinique, donc j'étais étonné qu'on me dise que cette clinique n'avait pas de licence, mais il y avait une autorisation. Et c'est le ministère de la Santé qui délivre les autorisations. C'est le même débat pour les pharmacies à la sauvette, puisque le débat a été posé, c'est eux qui donnent les licences. Et à un moment donné, ça a été d'ailleurs même prouvé qu'il y avait des responsabilités parce que des gens parrainaient ceux qui importaient le médicament. Donc c'est une mafia aujourd'hui. Ça a fait une victime, ce n'est pas un cas isolé. C'est le cas de Ma qui a été plus médiatisé, mais beaucoup de personnes ont été victimes d'erreurs médicales, ça peut arriver, mais il faut mettre en avant la compétence. Maintenant, sur le cas de Donka, j'y tenais, il faut rappeler que c'est une gestion déléguée. Et la convention... On reviendra certainement. Le temps où Antoine, et d'ailleurs ce serait bien que vous puissiez travailler là-dessus pour mutualiser d'informations et le rendre ici à l'antenne pour nos auditeurs. Nous allons le ministre de la Santé dans cette émission. Tantôt, on nous donne
une date ferme, tantôt... Non, Mara, on va, c'est quelque chose de très réglable. D'ailleurs, je suis sur le coup, on pourrait avoir le ministre même demain, Dieu voulant. On va donc, avez-vous dit, mon cher Roby, rapidement, oui. Avant de prendre Maître Halimatou Camara, votre avis. Très rapidement, c'est vrai, dans pareilles circonstances, puisque l'émotion étant... Il est facile de jeter l'opprobre sur les médecins, mais bien évidemment que c'est une réalité que dans la corporation aujourd'hui, qu'il y ait des brebis galeuses, ça c'est une évidence. Mais ce qu'il faut dire, c'est que le traitement des médecins en général laisse véritablement à désirer dans notre pays. Ce qui fait que foisonnent des cliniques privées. On est obligé d'arrondir les fins de mois. On est obligé. Ce qui fait que foisonnent. Ça, c'est presque toutes les professions. J'ai échangé avec des jeunes médecins à Yazdine. Même le transport, ils n'ont pas. Absolument, j'en viens. Même le transport, ils n'ont pas. C'est parfois quand ils travaillent, on les regarde, on prend. Est-ce que c'est lié? Non, c'est pas lié. Mais c'est un diagnostic. C'est un diagnostic qu'il faut faire aujourd'hui pour un traitement de choc. C'est pas une justification. Oui, c'est pas. Non, c'est qui arrive à moi. Ce qui arrive à moi, nous le condamnons. Ce que je veux dire, je ne suis pas dans une logique de justification, je suis dans une logique d'analyse globale de la situation qui parfois, certes, le cas de Massila a été le cas le plus médiatisé, concourt à ça. Il y a beaucoup de cas qui se passent aujourd'hui dans les quartiers, dans les villes et partout en Guinée qui malheureusement ne sont pas médiatisés. C'est le fait, bien évidemment, de ce que je suis en train de dénoncer, le traitement des médecins. Au Sénégal, tout près, vous avez la brochette salariale entre un médecin généraliste de la première année et un médecin généraliste qui a 5 ans d'ancienneté varie entre 200 et quelques mille francs CFA et parfois jusqu'à 800 et quelques mille. Ça fait quasiment le salaire d'un ministre en Guinée. Donc je pense qu'à un moment donné... Plus maintenant. Faut respecter nos ministres. Ils sont au moins ils sont à 50 millions, les ministres. Oui, d'accord. Voilà. Oui, d'accord. Donc ce qu'il faut... Je vais te laisser continuer, si tu permets. Oui, vas-y. Parce qu'on a notre invité en ligne, Maître Halimatou Camara. Bonjour. Les grandes gueules. Merci de vous prêter à nos questions ce matin. Jacques Léo Aleno avec vous pour commencer. Alors, Maître, vous continuez d'assister les proches de la victime Massila. Et hier, on a relancé donc ce procès. Quels sont les nouveaux éléments à votre portée aujourd'hui et dans quelle direction le procès est en train d'aller? Oui, vous êtes là, maître? D'accord, je pense que nous l'avons. Pendant presque plusieurs heures, on lui a posé beaucoup de questions. Et ce deuxième médecin est celui en réalité qui a pratiqué la première intervention chirurgicale sur feu Massila. Donc il a pratiquement nié les faits en bloc et voilà, c'est son droit le plus absolu. Ensuite, en fin de journée, on a écouté le troisième médecin qui est celui qui a fait l'intervention, la deuxième intervention sur feu Massila, qui a donné beaucoup d'informations sur l'histoire de la maladie, comment était la patiente quand il l'a reçue, et sur des informations relatives au viol que Massila lui a avoué, et que un autre, qui est le premier qui a commis le viol, a reconnu devant lui. Donc ça, ce sont des éléments quand même qui sont des éléments qui viennent corroborer les déclarations de la victime, qui n'est plus de ce monde. Alors justement, c'est là même la question fondamentale aujourd'hui. Massila n'est plus de ce monde. Sur quoi vous appuyeriez pour, si vous voulez, contredire ce que, en tout cas pour étayer sa version et contredire les propos que les accusés pourraient tenir à cette barre, vu qu'elle n'est pas là pour soutenir ces propos aujourd'hui? Oui, elle n'est pas là, elle ne peut pas être là. Mais le problème est qu'aujourd'hui, voilà, l'un des médecins dit que Massila lui a expliqué tout ce qu'elle a vécu en termes de viol. Voilà, on ne peut pas non plus balayer d'un revers de main les déclarations de ce médecin-là. Et il affirme dans mon bureau, celui qui a commis ce viol nous a même demandé pardon.
On ne peut pas, ça aussi, c'est un élément qui vient corroborer les déclarations de Massila, qui a d'ailleurs parlé et dans les médias, qui a également parlé dans le dossier de l'enquête préliminaire. Donc, ces déclarations sont là et immuables. Maître Alimatou Camara, Dibami Limouna. Oui, justement, puisque beaucoup disaient que les absents ont toujours tort, mais on a suivi quand même ces interventions bien avant le décès à Ignace Dinetou. Est-ce qu'aujourd'hui, le témoignage aussi de Sebori Cissé, qui quand même l'avait écouté lorsqu'elle a décrit un peu ce qu'elle a traversé, de l'avortement, de cas de viol présumé et tout ça, est-ce que cela peut vous apporter de l'eau au moulin de son conseil que vous êtes? Est-ce que ça vous renforce aujourd'hui dans votre conviction? Oui, je suis l'un de ces conseils. Aujourd'hui, il y a d'autres avocats qui se sont rajoutés au pool des avocats de la partie civile. Il y a notamment Maître Oulema Touba, il y a Maître Montaga Kobele, il y a également Maître Fatmata Soriba Kamara, que je salue au passage, qui sont des avocats qui sont venus renforcer les avocats de la partie civile. Je dirais que oui, effectivement, lorsque un médecin dit avant de toucher à la victime, je lui ai demandé ce qui s'est passé parce qu'elle avait les intestins dehors quand elle arrivait dans ma clinique. Je me demandais ce qui a bien pu causer ça. Et les médecins qui me l'ont envoyé disent qu'ils avaient fait une opération de kyste des ovaires. Donc, quand ce médecin explique que cette victime s'est confiée à lui, qu'il lui a expliqué tout ce qu'elle a traversé, les multiples viols qu'elle a subis, effectivement que ça vient corroborer les propos de la victime qui a quand même eu le temps de s'adresser à la presse, mais qui a également parlé à l'enquête préliminaire. Allez-y, Maf. Il y a une autre personne qui est impliquée, mais qui serait en fuite. Dites-nous, est-ce que vous avez des informations? Est-ce qu'il y a une poursuite? Est-ce qu'il y a, c'est pas une démarche pour le retrouver? Bon, il y a un mandat d'arrêt international qui a été lancé contre cette personne. Et je pense que normalement le procureur de la République et le président du tribunal de première instance de Mafanko devraient peut-être relancer, même si les débats sont ouverts, cette question-là, est-ce que les enquêtes se poursuivent pour pouvoir le retrouver? Mais à défaut de cela, il pourra être condamné même à son absence. D'accord. Les faits pour lesquels il est poursuivi sont des faits criminels. Et aujourd'hui, le fait qu'il soit en fuite vient corroborer le fait qu'il a participé à toute cette affaire qui est complètement catastrophique pour Massila et sa famille. Des faits assez graves, en effet. En tout cas, beaucoup de courage et que vérité soit sue. Maître, merci d'avoir pris la parole chez nous ce matin. Merci bien. Voilà, on revient donc en studio. Maf, on l'a écouté. Hein. En attendant d'avoir Maître Salif Beavogui, l'autre avocat, donc un des avocats des accusés, nous l'aurons dans un instant. Alors oui, on l'a écouté, nous suivons ce procès avec beaucoup d'attention parce que lorsque c'est arrivé, on a vu combien de fois ça a choqué l'opinion. Et c'est vrai que dès qu'on en parle, justement, cette question d'agrément des cliniques et autres se pose, la qualification des médecins et tout. Mais moi, je pense que dans tout ce dossier, il y a quand même quelque chose qui préoccupe. Il y a des médecins aujourd'hui à travers le monde qui sont très qualifiés, mais qui peuvent se rendre coupables d'une certaine de certaines choses dans l'exercice de leur métier. Ça arrive absolument. Ça arrive absolument. Et je pense que c'est ce qui fait que l'ordre des médecins a cette tendance à protéger, mais il faut faire très attention. Ce qui est arrivé à Ma, il y a ce que moi je pourrais qualifier de méchanceté. Parce que on peut bien dire qu'elle soit sortie avec le monsieur, ils peuvent bien être ensemble bien avant, mais qu'est-ce qui peut justifier lorsqu'une personne que vous ne connaissez pas a des problèmes et que vous n'êtes pas à mesure de pouvoir faire face à ce problème, mais que vous preniez la peine par contre de le faire? Je veux dire par là, quand vous savez que vous n'êtes pas qualifié pour une opération, comment est-ce que vous pouvez vous donner le droit de faire cette opération? En effet. Ce qui est arrivé à Ma, c'est cruel. On parle quand même d'une première opération qui aura duré plus de 42 minutes. 42 minutes, la fille est là, on parle de 43 minutes, la fille est là, sous leurs mains, alors qu'ils savent qu'ils ne sont pas qualifiés pour ce travail.
elle se retrouve dans une situation grave. Là, je ne parle même pas du viol. C'est encore, on est à la justice. Peut-être ça sera prouvé. C'est la version de Ma contre. Mais même quand on écoute certains témoignages, il y a justement celui qui a parlé hier, je crois, c'est Sebouri Cissé, qui reconnaît, en tout cas, qui confirme la version de Ma, comme quoi elle a effectivement été violée. C'est-à-dire, lorsque la première fois, elle est arrivée, je crois, c'est chez Patrice qui souhaitait pour un début sortir avec elle, et que lorsqu'elle est tombée malade, Patrice l'a effectivement violée. Maintenant, c'est lorsqu'elle est... Et on parle d'un second viol au cours duquel elle serait tombée enceinte. Donc, on l'a amenée vers Célestin. Célestin, pour procéder à l'avortement, qui l'aurait aussi violée. Et ça, c'est les versions quand même de M. Cissé qui est à la barre. Donc, ça vient quand même confirmer ce que Ma a dit. Maintenant, dans la procédure, tout ça est compliqué. On aura Maître Béavogui tout à l'heure, parce qu'il y a quand même... Il a tenu lors de la première... audience. Il est déjà en ligne. D'accord. Maître Salif Béavogui, justement, avocat donc des accusés. Bonjour, maître. Les grandes gueules. Bonjour monsieur, bonjour. Merci en tout cas de vous prêter à nos questions en marge du procès du 28 septembre auquel vous participez aussi. Antoine va vous poser la première question. L'avocat le plus occupé de Guinée. Maître Béa, bonjour. Bonjour. Voilà, on suit avec attention ce procès Massila et on a écouté quelques-uns de vos clients qui ne reconnaissent pas les faits à eux reprochés. Est-ce que ce matin vous nous dites que la version de vos clients est la bonne? On les a accusés à tort. Bon, je vous remercie. Le dossier de ce Massila, c'est un dossier qui m'attriste beaucoup et qui me fait couler les larmes. J'ai vu les images, j'ai vu les douleurs qu'elle a traversées. On ne souhaite tout cela pour personne. Donc je souhaite que son âme repose en paix et que Dieu l'accueille dans son paradis. Maintenant, lorsque nous redescendons à terre et nous voulons parler de droit, Patrice Lama, que je défends, parti, tout est parti, a dit toute sa vérité à l'audience précédente. Peut-être le seul crime qu'il a eu à commettre dans cette affaire, c'est d'avoir retrouvé sur son chemin et en amitié cette dame. Tout le reste n'est que propagande, n'est que affirmation gratuite, n'est que accusation gratuite. Et comme le procès est ouvert, les débats se poursuivent. Allons-y. Oui, maître, quand vous dites dans votre communication que vous l'avez, c'est tragique ce qui est arrivé, ça a touché plus d'un. Vous-même, dans votre communication, vous quand même, vous comprenez un peu la dangerosité de ce qui s'est passé et elle en a perdu la vie. Est-ce que vous ne pensez pas que toutes ces interventions-là ont concouru effectivement à son décès? Je suis d'accord avec vous. Vous savez, les médecins, comme les avocats, nous avons une obligation de moyens, pas de résultats. On ne peut pas forcément culpabiliser un médecin parce qu'un patient a trouvé la mort. Faut-il encore établir la preuve qu'il y a une erreur médicale et que cette erreur médicale a effectivement été à la base de la mort? Le cas Massila, j'en parle avec beaucoup de tristesse. J'ai des sœurs. C'est un être humain. C'est un dossier que j'ai pris avec conviction. Effectivement, les faits sont graves et ne peuvent pas rester impunis. Il faut que la justice trouve le coupable. Et nous allons tous nous employer dans ce sens. Si, au bout du rouleau, le client que je défends, le tribunal venant le reconnaître, il n'y aura pas de problème. Mais pour le moment, les faits qu'il m'a confiés à défendre, sa participation dans ces dossiers, je pense qu'il pourra être purement et simplement appliqué dans cette affaire. Qu'est-ce qui vous donne, maître Salif, si on peut se permettre d'entrer un peu dans vos petits secrets, qu'est-ce qui soutient une telle conviction, une telle affirmation? Personnellement, Patrick n'a jamais procédé à un avortement. Il n'est pas chirurgien, il n'est pas rentré dans un bloc. Il n'a jamais conseillé une opération. Et laissez-moi vous dire que l'opération s'est poursuivie jusqu'en Tunisie.
Qu'est-ce qui s'est passé en Tunisie? Vous là-bas, vous ne pourrez pas le dire. Moi non plus, je ne peux pas le dire. Est-ce qu'en ne sortant pas en Guinée, elle allait survivre? Elle n'allait pas survivre, point d'interrogation. Pourquoi les juges n'ont pas orienté l'enquête autour des médecins tunisiens? Parce que j'ai parcouru le dossier, sauf erreur de ma part. Je n'ai vu aucun rapport contradictoirement discuté en provenance de la Tunisie. Or, les médecins tunisiens aussi l'ont eu et l'ont dû médicalement travailler sur elle. Donc c'est un dossier qui a été inachevé. L'enquête devait établir réellement ce qui s'est passé en Tunisie. Comme c'est la cascade d'arrestation des médecins, là aussi on pouvait savoir ce qui s'est réellement passé là-bas. Mais aujourd'hui, on fait taire ce côté, on rentre dans les émotions. Je regrette et flétris tout ce qui est arrivé. Mais une fois de plus, je suis un avocat et je ne souhaite pas qu'un innocent soit condamné, mais non plus qu'un coupable échappe à la répression. Parfait. Allez-y, Maf. Alors, deux questions. La première, c'est de savoir qui est-ce que vous représentez réellement. Est-ce que ce sont tous les accusés ou une seule personne? Et l'autre question, c'est connaître votre réaction. Il y a quand même une première réaction que vous avez eue qui a choqué l'opinion. Je reprends vos mots. Vous dites certains ont récupéré cette affaire, ils l'ont dramatisé. Sinon, à longueur de journée, on découvre des corps, on découvre des cas de viol, on découvre des cas de meurtre, on découvre des accidents macabres. Mais ça passe. Alors pour l'opinion, il y a comme une certaine banalité chez vous, alors qu'on vous connaît auprès des victimes dans beaucoup de cas. Comment comprendre que vous teniez de tels propos maintenant? Merci beaucoup. Ce dossier m'a, je ne dirais pas exposé, mais j'ai reçu beaucoup d'appels. Non, Maître Béa, il ne fallait pas accepter de défendre ce dossier. Non, Maître Béa, l'opinion n'est pas favorable. J'ai des proches, j'ai des relations, j'ai des intimes qui m'ont appelé. Ils m'ont dit, non, mais il ne fallait pas prendre ce dossier. Mais attendez, s'il vous plaît. Vous-même, journaliste, c'est pas tout ce que vous disiez qui je ne sais pas le bon français, qui plaise à tout le monde. Hein. Moi, je suis un avocat dans l'âme. Moi, je défends les citoyens de tous les bords. Celui qui se confie à moi me confie sa cause. Et je vois que cette cause n'est pas contraire à ma déontologie, n'est pas contraire à la morale. Vraiment, je défends tous les Guinéens. Patrice Lama s'est confié à moi. Il m'a demandé de le défendre. Et c'est ça mon travail. Pas dans le mensonge, comme on peut tenter de le croire, ou faire l'avocat du diable. Non. Donc, dans sa défense, il ne doit pas être complaisant. Il doit prendre toutes les dispositions légales, conformes à la loi, pour assurer sa défense. Si par la suite il est condamné, il y a les voies de recours. Mais effectivement, je ne dramatise rien, je ne néglige rien, je n'abandonne rien. Et je ne dédouane personne, mais je me dis que ceux qui m'ont culpabilisé vraiment ont aussi leur raison. Peut-être quelque part, ils-mêmes, ils ne veulent pas me voir sur un chemin, mais qu'ils acceptent que je ne fais que mon travail et ma profession. Bien. Salifou, Maître Salifou Béavogui, merci en tout cas d'avoir pris la parole chez nous ce matin, Maître. Merci bien, bonne journée. Voilà, on arrive à la fin de cette première partie, Roby. Oui, juste pour conclure mon analyse, ce que je voudrais dire, c'est qu'aujourd'hui, la problématique du foisonnement des cliniques privées est une réalité en Guinée. Autant le médecin peut être qualifié, mais a-t-il les moyens de créer une clinique privée, d'y apporter le matériel nécessaire quand on sait que généralement ce sont des matériaux qui coûtent extrêmement cher. Donc on a subi ici des cas où des femmes ont été opérées à même la table à l'intérieur du pays, ils sont décédés. Il y a des cas où des femmes accouchent à même le carreau dans des cliniques, dans ce qu'on appelle les cliniques privées à l'intérieur du pays. Donc, même à Donka, c'est arrivé. Même à Donka, c'est arrivé. Donc aujourd'hui, je pense que entre la qualification du médecin et les moyens dont il dispose pour créer la clinique. Et puis il y a des médecins charlatans aussi. Il y a des médecins charlatans. Chirurgiens charlatans. Au-delà de ça. Donc ce qu'il faut dire, c'est des gens qui ont l'esprit criminel en fait. Oui, c'est l'expression. C'est peut-être. Non, c'est extrême. Qualifié, l'esprit criminel. L'esprit charlatan dont on parle, c'est de faire alors qu'on ne sait pas ce qu'on est en train de faire. J'y ajoute l'esprit criminel parce qu'il faut être criminel pour faire certaines choses. Oui, c'est simplement ce que je dis.
Pourquoi dis-tu cela? Pourquoi je le dis? Criminel. Lorsque vous savez que votre action est à mesure de nuire à une personne, mais vous continuez quand même à le faire, vous trouvez une fille, vous faites une opération, vous savez que ça n'a pas réussi, vous en faites une deuxième, une troisième, une quatrième, elle est là, elle se meurt sous vos yeux, il faut avoir l'esprit criminel. Peut-être que là, en voyant l'enjeu de la situation, il s'essaie par tâtons comme ça à se sortir d'affaires. Malheureusement, c'est ça le charlatan. À ce niveau, tu peux garder charlatan, moi je pense que c'est un esprit criminel. À ce niveau, si c'est dans cette logique, je m'aligne sur l'expression évidemment de Mafoudia Bangoura. Mais encore une fois pour vous dire que quand même... C'est carrément de l'improvisation sur le corps des gens. Peut-être problème d'éthique. C'est dangereux. Mais au-delà de ça, Djiba, il faudrait que les médecins, l'ordre des médecins ou le ministère de la Santé nous sortent le document les critères, parce que j'estime que les critères doivent être extrêmement stricts pour ouvrir une clinique. Mais est-ce que c'est respecté? C'est ça le problème. Est-ce que c'est respecté? C'est ça le problème, ce sont les mots de Roby. Qu'on se le tienne pour dit, hein, il y a de très bons médecins que nous reconnaissons, que nous fréquentons, mais il y a aussi de la mauvaise graine. Ça également, il faut pouvoir l'admettre et faire le nettoyage chacun au sein de sa corporation. C'est à cela que la Guinée gagnera. Merci de rester avec nous. Continuez à réagir au 657 39 13 13 ou allez sur Twitter, #EspaceGG dans la deuxième partie dès l'ouverture. On se fera l'obligation de vous lire quelques messages et ce sera simplement dans 10 minutes. On se retrouve derrière.